Je vais vous parler de comment comprendre la psychologie psychiatrique par du matériel interactif. Et ma présentation va se diviser en 3 points en fait. L'apport de la vidéo, l'apport pédagogique, les problèmes déontologiques et légaux, et puis nous, nos projets, comment on s'est débrouillé avec tous ces problèmes. Voilà, donc l'idée de base, c'était d'utiliser la vidéo parce qu'il y a un gros pouvoir de mémorisation. Ça sollicite beaucoup de points en fait, à la fois le visuel, l'auditif, et puis en fait de regarder une vidéo, de voir des gens agir, ça va susciter des émotions et de l'empathie. Voilà, on sait tous quand on pense vidéo, en fait on pense vulgarisation, on pense à tous les films de cinéma qu'on voit. Il y a plein de choses historiques qu'on retient grâce à des histoires au cinéma. Je pense par exemple à la liste de Schindler ou le soldat Ryan, etc. Plus précisément, la vidéo aide aussi à se souvenir de maladies. Je pense au 5e jour, un film avec sur la trisomie 21. Voilà. Et en psychiatrie, on a tous des films psychiatriques qui ont vulgarisé plein de notions, comme Rayman ou Un homme d'exception, Vol au-dessus d'un lit coucou sur le climat psychiatrique. Bon, c'est pas sans idées populaires et ensuite des grosses déformations. Il faut retenir aussi que maintenant, en fait, grâce à toutes ces nouvelles technologies, le grand public lui-même utilise ça pour transmettre des infos. Et notamment, quand on tape sur YouTube, on trouve plein de petites vidéos amateurs, de témoignages. Il y a des gens qui ont écrit sur des blogs, qui font des sites pour parler de leur maladie psychiatrique. Il y a des animations, il y a des animations sur la schizophrénie ou le milieu même de la psychiatrie. Et les professionnels aussi utilisent beaucoup ce média-là pour transmettre des infos. Donc ça, c'est beaucoup popularisé. Et du coup, pour l'enseignement, en fait, c'est pas nouveau. Il y a déjà dans les années 70-80 des psychiatres aux États-Unis qui voulaient utiliser les cassettes VHS à la fois pour pouvoir transmettre un savoir médical aux étudiants, leur apprendre à mener des entretiens, et à la fois déjà il y avait une notion de psychoéducation qui apparaissait à l'époque. Et on peut trouver par exemple, en termes de transmission de savoir psychiatrique, sur le site de l'UMVF, il y a des entretiens psychiatriques qui sont filmés avec des véritables patients. Voilà, donc la vidéo c'est un très bon outil pour capter l'attention, illustrer un propos, apporter des détails, susciter une discussion et permettre une analyse critique des étudiants. Alors, pourquoi utiliser la vidéo en sémiologie psychiatrique ? Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que ça apportait beaucoup plus qu'une simple dimension, visuelle et auditive. En psychiatrie, la sémiologie, on est notre seul outil diagnostique pour pouvoir faire un diagnostic chez un patient. On n'a pas encore de prise de sang, d'imagerie, etc. pour objectiver un peu plus les choses. Donc on est notre seul thermomètre et il faut que ce soit le plus objectif possible. Du coup, c'est très important de pouvoir transmettre une sémiologie au plus juste et un récit au plus juste. Du coup, ce que ça apporte 3 points. Le côté visuel et auditif, parce qu'en entendant parler par un prof, ça change l'apport de voir un visage, une gestuelle, une mimique, d'entendre un discours, une prosodie, c'est beaucoup plus riche que simplement en entendre parler en cours magistral. Et ça permet aussi de contextualiser cette sémiologie. Et puis autre chose, c'est que tous les étudiants qui n'ont pas la chance de pouvoir assister à des entretiens en live peuvent les voir ensuite sur ces vidéos. Deuxième point, les étudiants peuvent du coup, en regardant ces vidéos d'entretien avec médecin patient, ils peuvent ressentir, ça donne un éprouvé. Et du coup, ça développe beaucoup plus leur empathie et leur théorie de l'esprit. Ça leur donne un accès aussi à la compréhension de ce qui se passe au niveau cognitif et émotionnel chez ces patients. Et le troisième point, de regarder comment on fait un psychiatre pour mener un entretien, ça leur donne un enseignement sur des techniques d'entretien. Et se filmer soi-même, ça permet d'avoir un feedback. Voilà, alors qu'est-ce que les études ont montré en fait sur l'apport de la vidéo ? Il y a eu pas mal d'études, alors je n'ai pas trouvé d'études sur les étudiants en psychiatrie. Il y a beaucoup d'études sur des pratiques chez les chirurgiens, les neurochirurgiens ou les pédiatres par exemple, dans leur façon d'examiner les bébés. Ce sont beaucoup d'études nord-américaines. Les résultats sont positifs. Alors,
j'attire votre attention sur le fait que les études ne sont pas toutes d'accord sur le fait que les résultats soient significativement meilleurs. Mais en tout cas, toutes sont d'accord sur le fait qu'il y a un apport vraiment positif. Donc, dans deux choses. Le vécu même des étudiants, en fait, qui ont l'impression d'accéder à un certain confort dans leur apprentissage. Ils ont l'impression de mieux mémoriser, de mieux comprendre la sémiologie, mieux reconnaître ensuite sur leurs patients, et ils ont l'impression qu'ils arrivent à mieux restituer leurs connaissances. Et dans les résultats aux examens, en fait, quand ce sont des études qui comparent à la fois les cours magistraux versus un cours magistral plus une vidéo, ce sont à chaque fois des étudiants qui vont en stage. Et en fait, là où le résultat devient significatif, c'est qu'ils ont des meilleurs résultats à leurs examens pratiques. Pas tant théoriques, ils sont meilleurs, mais pas significativement meilleurs, mais leurs examens pratiques sont vraiment meilleurs. Donc du coup, l'apport d'une vidéo, en fait, quand on compare un cours magistral simple ou le fait de lire un bouquin sur la psychiatrie et de voir une vidéo, c'est qu'on a une information visuelle, auditive, un éprouvé, beaucoup plus de détails, un contexte, et ça donne une appréciation vraiment positive de la part des étudiants. Resterait ensuite à évaluer est-ce que ça impacte l'implication des étudiants dans leur stage en eux-mêmes, est-ce que ça les rend plus autonomes, si ça développe plus leur esprit critique, est-ce qu'ils se sentent plus à l'aise, ça n'a pas été évalué. Alors, je voulais juste attirer votre attention, c'est sûr que ça ne va pas changer les jeux de rôle en soi, je pense qu'il y a beaucoup de facs maintenant qui se mettent à le faire, ou même vous, quand vous recevez des étudiants dans vos services, j'imagine que vous leur faites faire des jeux de rôle, et ça c'est vraiment un apport très intéressant, à la fois de mettre les étudiants dans un rôle de patient, pour voir s'ils ont bien retenu tous les symptômes d'une maladie, s'ils arrivent à les restituer en live, et de les mettre à la place d'un médecin. Donc, quel est l'apport du matériel vidéo actuellement dans l'enseignement? Deux choses, il y a un changement à la fois dans la forme et dans le fond. On l'a vu, ça donne un savoir plus complet. Et dans la forme, c'est qu'on touche à une nouvelle génération très friande de nouvelles technologies. Et quel est l'avantage de l'accès libre? On apprend beaucoup aussi à nos étudiants à savoir où chercher les informations. Et du coup, ça facilite l'accès aux ressources, justement. Et puis, ça permet d'harmoniser et de donner un enseignement très égal d'une fac à une autre. Alors, deuxième partie de ma présentation, tous les problèmes déontologiques et légaux. Si vous voulez utiliser quelque chose qui vient d'un patient, une œuvre, un dessin, un extrait de lettre, c'est considéré comme une œuvre. Ça veut dire qu'il y a un auteur, donc il faut lui demander son autorisation, payer des droits d'auteur et citer l'artiste. Quand on veut faire vite et qu'on veut passer outre, il faut faire en sorte que rien ne soit reconnaissable, qu'il n'y ait pas de contexte ou d'identité de cet auteur-là. Donc ça veut dire qu'il faut tronquer tout, découper, et on perd l'intérêt d'un support. Pareil pour les vidéos. En psychiatrie, en tant que médecin, on est tiraillé par le secret médical et à la fois l'idée d'une volonté d'information et d'enseignement et de diffusion libre pour avoir touché un maximum d'étudiants. Ça veut dire qu'on va le voir après, on porte atteinte à la vie privée de quelqu'un, donc il faut à la fois son autorisation, lui demander, etc. Si on veut passer outre ça, il faut tout transformer. Il faut flouter l'image, il faut transformer la voix, pour que ni le contexte ni la personne ne soient identifiables. Donc là encore, on perd l'intérêt d'une vidéo. Alors, donc je voulais revenir vraiment sur deux notions importantes, cette histoire de droit à l'image et d'atteinte à la vie privée, et le fait qu'il faille soit en état de consentir. Donc on va le voir plus loin. En psychiatrie, c'est notre grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas considérés comme en état de consentir à leurs soins. Du coup, ce serait vraiment un non-sens de leur demander de consentir à publier une vidéo qui va être diffusée à large échelle. Alors, juste pour info, quels sont nos risques? Quand on publie quelque chose sans les droits d'auteur, on est accusé de plagiat, de vol, de contrefaçon. Ça, c'est 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. Il y a le non-respect du secret médical et ensuite tout ce qui touche à cette fameuse notion de droit à l'image. En fait, il y a 2 codes, le code civil et le code pénal. Dans le code civil, le droit à l'image a un droit. Il parle surtout d'irrespect de la vie privée. En fait,
c'est vraiment quand on va filmer quelqu'un en dehors d'un lieu public et lui demander de parler de quelque chose relatif à sa vie privée, il faut absolument son autorisation, sinon on porte atteinte en fait, et on est accusé de préjudice moral. Voilà, alors il y a un petit détail, c'est que les journalistes, par exemple, disposent d'un droit à l'information, c'est aussi le droit à l'enseignement. Et c'est pour ça que dans le Code civil, en fait, cette histoire de préjudice moral, parce qu'on aura diffusé une vidéo relative à la vie privée de la personne, est vraiment laissée à l'appréciation des juges. D'où le problème des paparazzi, en fait, et qui abusent de cette notion de droit à l'information. Et au niveau du code pénal, en fait, le fait de ne pas demander l'autorisation à quelqu'un de filmer, on est accusé carrément d'espionnage. Voilà. Alors, pareil, petite subtilité, il y a beaucoup de jurisprudence qui est basée sur l'idée même que qui ne dit mot consent. Si on enregistre quelqu'un et que cette personne voit qu'elle est enregistrée et comprend que son image va être diffusée, même si on n'a pas son autorisation express signée, ça peut être utilisé pour la jurisprudence pour ne pas être condamné. Bon. Nous, on avait décidé de ne pas être hors la loi et d'avoir le plus possible des vrais patients. Donc, comment ne pas être hors la loi? On va essayer d'avoir des comédiens bénévoles, tout simplement. Et comment avoir de vrais patients? Et c'est là que j'en viens à cette histoire de CNIL et la loi informatique et liberté. Donc, on va filmer des patients qui sont en état de consentir à leurs soins et donc de consentir au fait qu'on diffuse leur image. Et la loi informatique et liberté, en fait, impose aux gens qui vont utiliser cette image d'informer la personne, de lui dire où est-ce que ça va être diffusé, de lui dire vers quel destinataire c'est diffusé et surtout de lui expliquer qu'elle a un droit de retrait et de rectification de cette publication. Voilà, donc la CNIL, en fait, recense toutes ces vidéos utilisées, tous ces gens qui vont utiliser des vidéos et surveiller en fait la bonne utilisation et le respect des droits des gens filmés. Voilà, alors je vous donne un exemple de déclaration. Alors, pour votre information, si vous souhaitez le faire, le site de la CNIL est très bien fait, c'est une déclaration dite normale. Il fait déjà une dizaine de pages. Et il faut bien préciser dans tous les encadrés. Donc là, je vous ai mis juste la première page, mais les encadrés vont préciser bien explicitement qu'on va filmer des patients qui vont raconter leur vie privée, etc. Et la CNIL ensuite donne un certificat d'autorisation. Et voilà l'exemple de notre document d'information des patients. Donc, je vous le lis. En fait, on explique qu'on envisage de tourner des minutes d'entretien psychiatrique avec la personne à des fins d'enseignement pour les étudiants en médecine. Et on explique ensuite qu'on va le diffuser sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube. Et voilà. Et on explique que, compte tenu des caractéristiques du réseau internet, ça va être diffusé, etc. Ils donnent leur information, ils précisent bien qu'ils ont été informés et ils signent. Alors, nos projets. Donc, on a deux types de projets en fait. Au départ, on avait fait une liste de plein de sujets sémiologiques à montrer aux étudiants. Il fallait, en fait, ce sont des sujets très vastes. Il y avait syndrome délirant paranoïaque, syndrome délirant paranoïde, désorganisation, signes négatifs, syndrome hallucinatoire, état dépressif caractérisé, mélancolie délirante, manie, attaque de panique, TOC. Donc, il fallait à la fois la dimension visuelle et auditive permettre un éprouvé chez les étudiants et contextualiser les choses. Donc en fait, on a décidé de faire des courts-métrages et c'est là qu'on fait appel à nos comédiens bénévoles. Donc en soi, il faut avoir un technicien qui sache filmer et faire les montages de ces courts-métrages-là. Et puis, quelqu'un qui a plus l'étiquette de psy pour écrire en fait les scénarios, les dialogues, expliquer le contexte et aussi ensuite diriger les comédiens pour leur expliquer vraiment comment faire au plus près. Voilà. Et alors, je vais vous montrer un extrait. En fait, la vidéo des TOC est en ligne sur le site de l'AESP. À chaque session, on explique, en fait, on écrit sur la vidéo et on explique en détail tous les symptômes du TOC. Voilà. Et donc, l'autre projet qui est en cours, c'est de pouvoir illustrer donc, par des mini-vidéos d'1 minute maximum avec un patient qui va parler les termes du dichosémiopsie. Donc là,
encore en ce moment on fait appel à des comédiens, mais on peut tout à fait aussi utiliser des vidéos de patients qui accepteraient d'être filmés et de prendre des extraits pour illustrer cette application. Bien sûr, ça a des avantages et des limites d'avoir des comédiens et des techniciens bénévoles. On compte beaucoup sur leur implication et leur bénévolat. Avoir des comédiens, c'est qu'ils sont disponibles, ils donnent leur accord forcément, il n'y a pas de transgression du droit à l'image et du secret médical. Après, c'est pas forcément tout le temps hyper réaliste et c'est des choses qui sont très très chronophages en fait en temps à monter. Alors, je vous montre un extrait sur les Alors ça c'est une vidéo, elle dure 11 minutes, on va pas tout faire. Hein. Je vais vous montrer le début. Donc voilà, on met les deux logos. Ensuite on explique... Le cible top. Là il y a une fois, il y a quelqu'un qui va expliquer ce que c'est. Et on... Trouble Voilà, elle explique, les etc. obsessions. Et on commence avec obsession et compulsion. On divise, donc là il y a le comédien. Pourquoi je pense à ça? C'est dégueulasse. Est-ce que j'ai bien fermé? C'est bon, j'ai fermé. Robinet, c'est bon. J'ai fermé. Gaz. Est-ce que j'ai fermé le gaz? C'est fermé. Est-ce que j'ai fermé le gaz? Oui, je l'ai fermé. Gaz fermé. Fenêtre. Est-ce que j'ai fermé fenêtre? J'ai fermé. Fenêtre fermée. Bon. Tout est fermé. Voilà, donc on a beaucoup découpé comme ça c'est les compulsions de lavage. Tous ce sont des bénévoles, hein. Elle est psychologue par exemple, l'autre c'est un comédien, donc elle savait un peu plus puisqu'elle avait vu des patients. Et, voilà. Et tout ça ce sont des choses qu'on a extrait d'entretien, choses qu'on connaît de nos patients, ils nous ont raconté leur vécu. Hein. Moi j'avais une patiente comme ça qui se protégeait tout le temps et qui se passait du clinogel qu'il avait 50 fois. Et voilà. Donc les scénarios ils sont issus de la vie réelle. Voilà. Lavage. Et à la fin, en fait, on remet un arbre pour que les étudiants en fait, aient les idées un petit peu plus claires. L'obsession, donc les différents types d'obsession, et ensuite différents types de compulsions. On se sert directement du référentiel, en fait. On prend les mots-clés sémiologiques du référentiel pour les mettre en jeu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le court-métrage, et là je vous montre un extrait qui dure 1 minute, donc je vais vous mettre tout en entier, sur l'illustration d'un terme de série. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-moi ce qui vous amène aux urgences. Alors moi je suis venu en ambulance tout à l'heure. Alors mais l'ambulance avec les gyrophares, la sirène, c'est un truc que je supporte pas. Tout ce qui est bruit en ville, je sais pas pour vous mais les klaxons, tout ce qui est klaxon, oh là là mais c'est... Attends j'ai une voiture, hein. J'ai une voiture que j'ai encore fait réparer là il y a 2 jours. C'est insupportable. Je l'ai acheté d'occasion il y a pas très longtemps parce que je connais un petit garagiste. Ah, peut-être que je sais pas si vous avez une voiture. Non, non parce que d'accord. Non, parce que il est super sympa en fait. C'est mon voisin qui me l'a présenté. Parce qu'avec mon voisin, on fait souvent des barbecues en fait. C'est un mec super sympa aussi. On aime la viande en fait. On a un petit boucher qui est un mec qui était à la base, voilà, qui avait pas de papier, qui a réussi à monter son. Enfin, moi, je suis hyper militant. Tout ce qui est vraiment les causes un peu socialistes, vous savez. Je sais pas, mes parents étaient socialistes, moi j'ai pas vraiment de placement parce que j'ai arrêté de voter depuis 2002. Le deuxième tour, moi ça m'a vraiment, mais pas du tout, alors que, enfin, tout ce qui est les extrêmes, franchement, moi ça me va pas du tout.
pourtant, enfin, voilà, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis en fait. Parce que vous savez, je suis assez communicatif. Et, et voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention.